si je prends les deux autres formules qu'on a de Protagoras, l'autre c'est des dieux, on ne peut dire ni s'ils sont ni s'ils ne sont pas, compte tenu de la brièveté de la vie humaine d'une part et de la difficulté de la question de l'autre, sagesse, et troisièmement, sur toute chose, on peut tenir deux discours opposés. Si je prends ce triangle de Protagoras, ces trois formules, je pense qu'elles définissent des conditions de modernité, ce qui me fait dire que ce n'est peut-être pas seulement nous qui avons accédé à la modernité, mais qu'il y a des modernités dans l'histoire, comme il y a des réactions, bref, qu'il y avait un religieux dont les Grecs sont sortis, et puis venu ensuite un autre religieux dont nous avons mis tout ce temps à sortir nous aussi. Premier argument. Le second, alors je dirais le religieux, justement. Sortie du religieux, c'est vrai que pour nous, Européens, c'est l'axe selon lequel on est tenté, et vous l'avez très bien fait, de construire notre représentation de l'histoire. C'est vrai que, étant aussi sinologue, je me dis, est-ce que la sortie du religieux peut être un axe de définition pertinent, cohérent, vis-à-vis de la tradition chinoise elle-même? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que je dirais, quand la Chine est-elle sortie du religieux, de cette façon, je dirais, depuis si longtemps, et en même temps, jamais. C'est-à-dire qu'au fond, et je crois même que ce n'est pas son souci. En même temps que, c'est vrai qu'à partir de l'Antiquité chinoise, dès lors qu'on dit que le ciel c'est la nature, dès lors qu'on a cette proposition si forte, que le ciel tienne, n'est-ce pas, c'est finalement l'alternance du jour et de la nuit, c'est finalement l'alternance des saisons, eh bien, et dans la mesure où on dit, je pense à Sun Tzu dans l'Antiquité, il dit simplement que le religieux, c'est, pour le peuple, c'est du shen, c'est-à-dire c'est du spirituel, et pour l'homme de bien, c'est du wen, c'est de la culture. Donc c'est une formule que je trouve étonnante de dire shen, wen, soit c'est du shen pour les autres, pour le peuple, n'est-ce pas, c'est-à-dire du spirituel, et sinon pour nous, c'est purement du culturel. C'est-à-dire c'est du culturel, c'est au sens de culture, civilisation, c'est tout. Troisième chose qui me... Alors, et l'autre question que je veux dire par-dessous, c'est est-ce que les droits de l'homme, dans l'absolu qu'ils constituent, et le moment de leur émergence, disons 17e, 18e siècle, n'ont pas gardé quelque chose de la transcendance du religieux dont ils se sont en même temps démarqués? Est-ce que l'absolu qui les habite n'est pas néanmoins, quelque part, un moment où la transcendance disons, retirant de la scène, la mise en scène religieuse, ne se reporte pas sur leur plan? On se souvient de la déclaration de 89, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Troisième question que je voulais dire, très brièvement évoquer, c'est le langage. Parce qu'on dit droit de l'homme, nous, droit de l'homme, on le dit en langue européenne. On le dit en langue européenne, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que human rights signifie droit de l'homme. Non. Donc la langue est là. Il y a de la langue. Il y a de la langue, human rights, c'est une chose, droit de l'homme, ça est une autre. Et l'abstraction de l'homme, c'est l'expression française qui l'a fait surgir. Human rights, je crois, dit autre chose. Alors, si human rights dit autre chose, Zhen Xuan, en chinois, dit encore autre chose. Puisque, je veux dire là précisément les choses. C'est que Zhen Xuan, c'est la traduction officielle. L'homme, d'un côté, est Xuan. Et Xuan signifie quoi? Signifie la balance, le pouvoir, la circonstance. Pas du tout le droit. Pour une raison très simple, c'est que la Chine n'a pas élaboré une théorie du droit. Mais je comprends très bien qu'on greffe un sens nouveau. Et je pense que les jeunes Chinois de la passée Nanmen savent ce que signifie droit de l'homme comme nous. Parce que la langue communique et on traduit. Et même si la première fois qu'on traduit, c'est un quiproquo, on retraduit, on corrige les quiproquos et progressivement, le sens vient à passer. Reste que par exemple, dans Zhen Xuan en chinois, aujourd'hui, et si je comprends la notion selon son sens occidental, je ne sais pas par exemple si c'est un pluriel ou un singulier. C'est pas marqué pluriel ou singulier. Or on dit nous, les droits de l'homme. En chinois, c'est plutôt le droit de l'homme. Ça change beaucoup les choses, qu'il n'y ait pas de marque possible en chinois entre le pluriel et le singulier dans cette notion. Or nous, on les a pensés dans un pluriel. Quatrième point, le dernier, c'est la notion de droit. C'est-à-dire, au fond, vous avez parlé de légitimité, dans une langue qui est la nôtre, la légitimité, une question du fondement qui n'a cessé de nous hanter, et cette notion de droit. Je l'ai dit, dans la culture chinoise, on dit communément, pour aller vite, mais je crois que c'est assez, en gros c'est juste, la Chine a pensé le pouvoir, non pas le droit. Pouvoir, dans la version légiste totalitaire en fait, machine à obéissance d'autant plus grande qu'elle procède par immanence, comme la nature, n'est-ce pas? Si on opprime tout le temps tout le monde, on trouve ça naturel, donc immanence de l'obéissance, et dans son versant confucéen, à partir d'une moralité et du sage. Mais
Ce qui, à mon sens, peut être mis en question, c'est le fait que cette notion de droit, puisque le droit est quand même une invention romaine, c'est pas la justice des Grecs, c'est autre chose, et on sait à quel point, dans la tradition chinoise, face à la loi, qui a toujours été considérée en Chine, je ne sais même pas si un mot peut traduire loi en chinois, enfin, c'est norme de punition, de récompense, mais c'est pas la loi. Qu'est-ce que la Chine a promu? C'est le rite. Parce qu'on traduit nous comme rite. Très mauvaise traduction. Très mauvaise traduction parce que Montesquieu l'a déjà bien dit, n'est-ce pas? Les Chinois ont confondu, ils ont tout confondu. Montesquieu dit très bien, les Chinois ont confondu la religion, le pouvoir, la morale, les mœurs. C'est ce qu'ils ont appelé du nom de rite. C'est ce que nous traduisons par rite. En termes de rite ne confondant pas, mais qui signifie au fond un mode de comportement normatif, d'autant plus efficace qu'on ne se rend pas compte qu'on l'a appris, donc quelque chose qui nous traverse et qui influe dans le comportement, qui fait qu'on a une conduite qui est régulée. Écart important à cet égard, c'est que les Chinois n'ont pas pensé en termes d'action, mais de conduite. Ils ont pensé une action, avec le problème du choix, comment en s'engageant dans cette action, donc de la liberté en amont de cette action et de ce choix. Bon, selon la grande, disons, construction grecque de l'action, de son choix, de sa liberté, contre son gré, ou le plein gré, etc. Donc, on pense en termes de cours de la conduite, cours du ciel, cours de la nature, des cours. Et par rapport à quoi, ce qu'on traduit nous si mal par rite, et en chinois, c'est cette régulation du cours, qui va paraître une exigence qui est celle de relationnalité. Ce qu'on appelle Zhenlun en chinois, et non pas Zhenquan, c'est-à-dire l'homme en rapport avec les autres. Zhenlun, relationnel. C'est pas relationnel. Alors c'est tous les rapports possibles qui constituent la société. Je veux dire par là que je ne suis pas sûr que la notion de droit soit une notion qui soit comme ça transhistorique, transculturelle. Je vois que dans un autre contexte de civilisation, qui s'est formé indépendamment de nous, extérieurement à nous, c'est la relationnalité. C'est donc pas le devoir face au droit, mais la relationnalité qui est première. Et le fait qui s'inscrit dans une vision sur laquelle tout le réel, tout l'effectif est conçu en termes de polarité. De la grande idée chinoise, n'est-ce pas? C'est que c'est toujours ce qu'on appelle yin et yang, n'est-ce pas? C'est que il y a du haut et du bas, il y a de l'est et l'ouest, chose se dit est-ouest, etc. Donc tout se dit par polarité, et donc le social aussi. Donc le social, c'est initialement relationnel, et les rapports sociaux, c'est donc la régulation et la canalisation, grande image chinoise, des digues, qui endiguent l'eau et qui évite que l'eau vienne à déborder. Je vois que vous regardez la cloche. Non, je regarde. Je vais sonner bientôt. Et on va revenir au débat, on va continuer. Non, parce que dès qu'on essaie de mettre un peu en scène un écart culturel, évidemment, je résume hâtivement, mais juste pour achever cela, je dirais qu'au fond, il me semble que l'objection qui se fait à l'égard des droits de l'homme aujourd'hui, dans les autres cultures, et qui n'est pas de ma position à moi, n'est-ce pas? J'essaie de dire ce qui peut faire conflit et qui a fait conflit l'an dernier à propos des Jeux Olympiques et du débat lié au Tibet et cette chose dont l'Europe s'est si mal sortie à mon sens dans cette affaire des droits de l'homme vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que je crois qu'une fois retirés les mauvais prétextes, il y a cette question de qu'est-ce qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et si bien, c'est finalement qu'est-ce qui organise le social. Vous avez dit c'est l'homme. L'homme, quand on en retire la tradition, l'ancestral, bref, qu'on le prend dans son surgissement à lui, et disons, c'est lui le repère ou le critère, le métrone. Et je me dis, au fond, je vois une culture où ce qui commence par organiser du social, c'est le relationnel. C'est ça qui est au premier. C'est pas. Le confucianisme n'a fait qu'exploiter ça. Et si le confucianisme en Chine aujourd'hui est présent ou vivant, c'est bien parce qu'il ne cesse de dire ça. Le social, c'est du relationnel. Et donc de la régulation des relations. Ce qui fait que ce thème d'harmonie, qui évidemment est pour nous laisse très sceptique, parce qu'on sait bien que l'histoire n'est pas harmonieuse, et que si la Chine a promu et a inscrit même à l'entrée de la cité interdite l'harmonie, l'histoire chinoise, c'est tout de l'harmonie, c'est des bains de sang périodiques.